c'est parti pour ou une vingtaine ou 34 km jusqu'à Latza, ou plutôt ou Campobeceros ou Latza. Tout dépendra de l'état de mon pied et de ma cheville gauche quand j'arriverai à Campobeceros. Aujourd'hui, ça va monter et descendre, pas trop a priori, avant une grande descente vers Latza. Il n'est pas encore 7 heures et le jour se lève petit à petit. Quand je dis que ça monte un peu, bon, j'étais peut-être un peu trop optimiste. Celui-là était raide. Je vais traverser le hameau d'Avenda do Espinho. Là, ils ont des tracteurs de taille raisonnable. Quelque chose me dit qu'il va faire chaud aujourd'hui. Pourtant, on est à plus de 1000 mètres d'altitude. Bien, et ben c'est l'heure d'une pause banane. Bien, après cette pause banane, il est temps de repartir. Il me reste un bon 27 km à faire. Tout à l'heure, j'ai marché en compagnie d'une Française pendant quelques temps, très sympa, qui elle est partie de Cadix, qui est à 5 ou 6 jours au sud de Séville, au bord de l'océan. Je passe au-dessus de l'Encoro das Portas. Un Encoro, c'est un barrage en galicien. Et là-bas, ça doit être au barrio da Carbaia Seca. Et là, je vois que je suis arrivé en Galice avec le style des maisons, les toits en ardoise ou en pierre, évidemment les inscriptions, les panneaux en langue galicienne qui se rapprochent du portugais. C'est un peu triste, toutes ces maisons abandonnées. Il n'y en a plus qu'une qui est habitée sur les 5. Ça ressemble un peu à des maisons d'ouvriers. Ou des corons, mais en mieux, je trouve.
J'aurais bien fait de la balançoire, mais vu l'état des cordes, ce serait pas très prudent. N'empêche que d'ici on a une belle vue. Bien, je vais profiter de cette descente pour revenir à nos Goths, enfin à nos Wisigoths. Après la bataille d'Andrinople et quelques raids de Wisigoths en Mésie et en Thrace, l'empereur Théodose, dit Théodose le Grand, dit le dernier des Romains, signe un traité faisant des Wisigoths des fédérati de l'Empire romain, des fédérés de l'Empire romain. Il signe le traité avec le roi Athanaric, Fritigern étant mort de mort naturelle. D'aucuns, quelque peu naïfs, pourraient penser que finalement on est revenu à la situation antérieure à la révolte des Wisigoths. Sauf que, entre-temps, les Wisigoths ont pris conscience de leur force. L'Empire romain ne fait plus peur comme avant. Un jour, Athanaric convoque son percepteur. Dites-moi, mon petit Ericsson, ça vous dirait de refaire une petite tournée de prélèvements fiscaux chez les Romains? Écoutez, sire, je comprends pas. On est les fédérés de l'Empire romain, donc ce serait pas à nous plutôt de payer les impôts? La suite, quand je serai abrité du vent. C'est pas gagné. Écoutez, mon petit Ericsson, je vais vous apprendre la politique. Vous savez que pendant des dizaines d'années, on a réussi à extorquer un tribut aux Romains. On leur a même vendu des colisées taillés dans du bois de bouleau et peints en doré en les faisant passer pour des colisées en or. L'écorce, on l'avait gardée pour faire de la tisane. Bon, c'est dégueulasse, mais on ne veut pas oublier nos racines. Et bien là, le traité qu'ont signé les Romains, pour eux, c'est un traité de paix. Pour nous, c'est un contrat d'assurance. Un contrat d'assurance, sire, je comprends pas. Mais oui, mon petit Ericsson, tenez. Vous voulez vous acheter un char romain pour faire des courses. Forcément, vous allez vouloir l'assurer. Ben oui. Bon, l'assureur vous fait un contrat, mais imaginez qu'ils mettent en petites lettres dans le contrat, les clauses du contrat s'appliquent, sauf en cas d'utilisation de cheval trop puissant, sauf en cas d'utilisation de quadrupèdes dont la hauteur au garrot est supérieure à 1,20 m. Résultat des courses, ben vous êtes obligé de faire tirer votre char par un âne. Ça a tout de suite moins de style, non ? Et bien pour le traité de paix, on a fait pareil. Les Romains ont écrit les Wisigoths s'engagent à ne plus opérer de raids et de pillages dans l'Empire romain et en contrepartie sont fédérés à l'Empire romain. Mais nous, on a ajouté en petites lettres sauf s'ils veulent fêter un saint local. À ce titre, ils définiront eux-mêmes le calendrier des fêtes locales. Sauf s'ils manquent de personnel et qu'ils veulent capturer du personnel dans l'Empire romain, selon les conditions qu'ils définiront eux-mêmes. Donc, mon petit Ericsson, attelez votre chariot, prenez vos coffres vides parce qu'on va les remplir, et puis on va aller faire quelques prélèvements fiscaux chez les Romains. De toute façon, depuis Andrinople, c'est nous qu'on est les plus forts.
le village que j'aperçois là-bas, c'est Campo Beceros. Et comme la descente risque d'être raide, je vais prendre mes 2 bâtons. Descente raide et traître. Bon, je vais faire une petite halte à Campo Beceros. Enfin, une halte prolongée, parce que je crois que mes pieds en ont besoin. Et l'idéal, ce serait de trouver quelque chose d'ouvert, mais on est dimanche. Bar ouvert à 300 mètres. Marco vient de m'envoyer les coordonnées. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour aller au bar? Ça va être une pause prolongée parce qu'il faut que je soigne mon pied. Ça fait du bien. Et plus que 14 km. Bien, après cette pause, non pas second petit déjeuner, mais collation. J'ai pas fini le sandwich. La deuxième moitié est dans le sac, et ça pèse lourd. Il est temps de repartir. Il me reste à peu près 14 km à faire. Les premiers kilomètres en montée que je suis en train d'effectuer. Et ensuite, ça va descendre jusqu'à Latza. Bien, reprenons avec nos Wisigoths. Malgré le traité signé avec l'Empire romain, les Wisigoths se mettent en devoir de piller généreusement la Mésie et la Thrace. Celui qui réussira le mieux dans cette entreprise, ce sera un roi légendaire des Wisigoths, Alaric Ier, dont on va parler tout à l'heure, mais après la côte. En 395, l'empereur Théodose meurt et l'Empire romain est de nouveau partagé entre Empire romain d'Orient et Empire romain d'Occident. Ce sont les 2 fils de Théodose qui se partagent le pouvoir, Arcadius en Orient et Honorius en Occident. Alaric, qui a aidé le général romain Stylicon à combattre l'usurpateur Eugène, ridicule comme nom d'usurpateur, Eugène. Bref, Alaric espère avoir un grand commandement dans l'armée romaine. Mais l'empereur refuse. Comme Alaric et ses troupes se trouvent en outre spoliés de leur part de butin, ils se réunissent un soir et commencent à discuter ferme. Bon les gars, la Mésie, la Thrace, la Pannonie, ça commence à être monotone pour piller. En plus, on a pratiquement tout pillé. Une idée, quelqu'un? Sire, j'ai entendu parler d'un pays bien plus au sud qui, paraît-il, était une civilisation brillante. Plus brillante que les Romains. Oui, mais bon, ça c'est pas difficile. Et puis, il paraît que la mer est chaude, qu'on y mange bien, et qu'ils ont un espèce d'alcool. On dirait de l'eau, mais pour le boire, il faut rajouter de l'eau. C'est étrange, ça.
Et puis sire, on est quand même des descendants de Suédois. Et c'est bien connu que tous les Suédois vont se baigner en Grèce. Bon, d'accord. Alors, comme on est rapide, on va commencer par piller la trace. On n'est pas des légumes, donc on va piller la Macédoine, et puis après, go vers la Grèce. Et c'est ainsi qu'en 395-396, Alaric et ses troupes mettent à sac la Thrace, la Macédoine et les cités prestigieuses de Grèce, vendant la population comme esclave. La suite, après la côte. Je vais traverser le village de Portocamba. Il y a quand même pas mal de maisons en ruine. Bon, je devrais être arrivé tout en haut de la côte et maintenant ça devrait redescendre. Bon, petite pause avant de retourner chez les Wisigoths. Ah bah non, ça monte encore. On m'aurait menti. Bon la suite d'Alaric après la côte. Bien, reprenons avec Alaric, le roi Wisigoth. Alaric envahit donc la Grèce, mais finit par se faire déloger par Stylicon, le général romain. Toutefois, ça ne l'empêche aucunement de continuer à piller tant qu'il le peut, si bien que Arcadius, l'empereur d'Orient, convoque un jour son précepteur ostrogoth, Ruffin. Pas François ni Jean-Christophe, Ruffin tout court. Ruffin est donc un Goth, mais un autre Goth. Autre Goth, ostrogoth, non? Désolé. Bref, Arcadius convoque Ruffin et lui demande conseil. Ruffin réfléchit quelques instants et... Écoutez César, j'ai bien une petite idée, mais il va falloir faire de la politique. La politique, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien la politique, ça vient du grec. Ça vient du grec. Vous êtes allé voir chez les Grecs ce que ça signifiait? Ah ben oui, la politique, c'est politikos. Tout ce qui a trait à l'organisation d'un État et à l'exercice du pouvoir. Mais ça veut pouvoir dire aussi, dans un sens plus profond, améliorer la vie de la cité. Ah bon, Ruffin, parce que vous en connaissez, vous, des politiques qui veulent améliorer la vie de la cité? Si vous en connaissez un, amenez-le moi. Je vais le faire empailler, je voudrais pas qu'on me le pique. Mais bon, je m'égare. Précisez votre idée, mon petit Ruffin. Eh bien écoutez César, quand un homme politique n'est pas d'accord avec ce que dit le président par exemple, même si le président de la République est de son propre parti, et bien ça gêne le président, parce que on ne sait plus à quel sein se vouer, et qui dit la vérité. Eh bien, pour résoudre ce problème, on propose à l'homme politique un poste de ministre, et comme ça on est peinard. Ok, je comprends le raisonnement.
Mais si l'homme politique est d'un camp adverse de celui du président de la République, il faudra que vous m'expliquiez cette notion-là, président de la République. Eh bien écoutez, César, si l'homme politique est un adversaire du camp du président de la République, ben on lui propose un poste de ministre aussi. Sur un malentendu, ça peut passer. Vous savez, quand une tartine est beurrée des deux côtés, on n'a pas peur qu'elle tombe toujours du mauvais côté, parce qu'elle a toujours tombé du côté beurré. Et puis deux, c'est quand même meilleur 2 couches de beurre qu'une seule. C'est intéressant, mais dites-moi, mon petit Ruffin, faut quand même que le ministre, il y connaisse quelque chose s'il veut prendre son poste. Bah pourquoi? César, vous avez déjà vu un ministre qui connaît quelque chose au sujet dont il est ministre? C'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande juste de couper des rubans, pas trop picoler pendant les repas officiels et de réciter les fiches. Je dois dire que votre idée est intéressante, mon petit Ruffin. Tout de même, j'aimerais bien nommer Alaric à un poste dont il connaît un minimum le sujet. Eh bien, nommez-le Magister Militum, c'est-à-dire chef des armées pour une province quelconque. Avec tout ce qu'on s'est pris dans le carafon, je pense qu'il maîtrise le pépère. Bon, vendu. César, je ne suis pas ministre. C'est pas ce que je voulais dire. Vendu, votre idée est vendue. Ou plutôt, je l'achète. Où est-ce que je vais pouvoir l'envoyer, Alaric Eh bien, il va être Magister Militum d'Illyrie. Comme ça, je devrais être peinard. À l'époque, l'Illyrie s'étendait sur une bonne partie de l'Albanie et pratiquement toute l'ancienne Yougoslavie, c'est-à-dire Slovénie, Croatie, Serbie, Monténégro et Bosnie-Herzégovine, la Macédoine n'étant pas comprise, ou très peu, dans l'Illyrie d'alors. César, je suis pas sûr que l'Illyrie ce soit une bonne idée. C'est quand même moins fertile que la Mésie, donc tous les Wisigoths qui vont émigrer en Illyrie, donc la majorité, ils vont être plus pauvres, mais je suis pas sûr qu'ils apprécient en fait. Écoutez mon petit Ruffin, Alaric, il ira en Illyrie et rira bien qu'il rira le dernier. Et c'est ainsi qu'Alaric Ier, roi des Wisigoths, devient aussi général de l'Empire romain, magister militum, c'est-à-dire big boss des troupes romaines d'Illyrie. Cela lui conviendra-t-il? Et si ça ne lui convient pas, quelles mesures de rétorsion prendra-t-il? Eh bien tout ça, vous le saurez demain, parce qu'il me reste encore peut-être 8 kilomètres à faire, et que en ce moment, je dois gérer mon énergie de façon la plus optimale possible. Je crois que je vais faire une petite pause ici.
un donativo, donc il y a des petits trucs à grignoter, à boire, et puis ben, on laisse quelque chose pour que justement ça puisse continuer à vivre. Et ça, c'est bien dans l'esprit du chemin. Bon, pause. Il y a même du café chaud. Bien, après cette pause sympa dans ce petit donativo d'Aceiras, il est temps de repartir. J'arriverai assez tard parce qu'il me reste encore 6 km à faire. En espérant que je ne me prenne pas une averse sur le coin de la figure. C'est bien qu'il y ait ces aiguilles de pin sur le bord de la route parce que ça amortit vachement les chocs sur le bitume en fait. J'ai l'impression de marcher sur un tapis en mousse. Ça c'est bien pour les pieds. Et là-bas c'est l'Atsa, qui est encore à 3 bons kilomètres. J'arrive enfin à l'Atsa. Il ne reste plus maintenant à savoir on fait le checking de l'albergue, parce que c'est pas l'albergue elle-même. Marco et Gabriel m'ont envoyé un message tout à l'heure. Le check-in se fait ici. Et c'est 2 pompiers qui m'ont inscrit à l'albergue, qui m'ont donné la clé et tout ce qu'il fallait. Ça c'est marrant. Manquerait plus que je m'en prenne une sur le coin de la figure, à 100 mètres de l'albergue. Fin de cette étape de 34 km, dont la fin c'est ma foi mieux passée que celle d'hier qui en faisait, je crois, 10 de moins au bas mot. Voilà, donc je me suis arrêté plus souvent et plus longtemps. Et maintenant, je vais soigner mon pied comme d'habitude, parce que demain, c'est 31 km jusqu'à Xunquera de Ambia. Voilà, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.